la banlieue de Madrid, encerclé par la police, le cerveau présumé des attentats du 11 mars s'est fait sauter avec 3 hommes. Une explosion suicide qui a provoqué la mort d'un policier. Une dizaine d'autres sont blessés. Ces islamistes préparaient vraisemblablement d'autres attentats. 200 détonateurs et des kilos d'explosifs ont été découverts dans leur appartement. Manifestation sanglante en Irak et dans la ville sainte de Nadjaf, des centaines de chiites hostiles à la coalition, protestant contre l'arrestation d'un de leurs leaders, ont été stoppés par des tirs de soldats espagnols et salvadoriens, plus de 20 morts et des dizaines de blessés. Dans une clinique désaffectée de Marseille, un faux chirurgien opéré à la chaîne, des interventions de chirurgie esthétique illégales. Il a été mis en examen, plusieurs patientes avaient porté plainte. La reine Elisabeth II arrive demain en Eurostar à Paris pour une visite d'État de 3 jours. La capitale sera placée sous très haute sécurité. La reine vient célébrer le centenaire de l'entente cordiale, coup d'envoi des festivités. Et puis musique, après 1 an et demi de tournée, Vincent Delerme connaît un succès foudroyant pour son premier album. Vincent Delerme nous revient avec un nouveau disque. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche nous ramène en Espagne, 3 semaines après les attentats de Madrid, avec un nouvel épisode dans la lutte contre le terrorisme. Pour la première fois et en Europe, des hommes encerclés par les forces spéciales se sont fait sauter plutôt que de se rendre. Ces suspects ont été identifiés à l'heure qu'il est, 3 d'entre eux. Parmi eux figure le cerveau présumé des attentats du 11 mars. Des activistes qui préparaient d'autres attentats, selon le ministre de l'Intérieur. Hier soir donc, dans cette explosion suicide, l'immeuble qui abritait ces 4 islamistes a été soufflé sous la violence de la déflagration. Un policier a été tué, aux autres blessés. Florence Boukia. Un nuage de fumée et de poudre dans le ciel de Madrid et la panique à nouveau. C'est une opération suicide. 4 islamistes, peut-être 5, ont fait exploser leurs bombes au moment où la police espagnole pénétrait dans leur appartement. Un policier est tué, 11 autres blessés, dont un grièvement. Les terroristes sont morts. L'assaut a débuté vers 18 h. Les forces spéciales espagnoles encerclent alors un immeuble. Ils savent que vivent ici plusieurs islamistes sans doute liés aux attentats du 11 mars. Mais les terroristes les repèrent. Ils ne se rendront pas. Les Arabes étaient en train de crier à la fenêtre, ils avaient fermé les volets, je ne sais pas ce qu'ils disaient. Ils criaient Allah, un cri très fort, très fort. Puis les islamistes tirent sur les policiers, la fusillade dure longtemps. Et au dernier moment, ils se font sauter avec leurs explosifs. Parmi eux, Serhan Faret, dit le Tunisien, 35 ans, le cerveau présumé des attentats du 11 mars. Nous avons retrouvé du matériel dans l'immeuble qu'ils occupaient. 200 détonateurs, 10 kilos de dynamite, du goma de Eco, sans mise à feu. Mais quelques-uns de ces explosifs étaient déjà préparés et ils étaient prêts à servir immédiatement. Depuis hier, les enquêteurs fouillent minutieusement les décombres à la recherche du moindre indice. Et c'est dans la piscine de la cité, à côté de l'immeuble dévasté, qu'a été retrouvé un 4e corps, bardé d'une ceinture d'explosifs. Véritable scène de guerre dans cette cité dortoir de la banlieue de Madrid. Les habitants du quartier sont encore sous le choc. À l'émotion s'ajoute l'inquiétude depuis qu'ils ont appris que ces kamikazes avaient en leur possession de quoi préparer d'autres attentats. Reportage de nos envoyés spéciaux Jacques Cardoz, Francis Forget. Amassés devant les grilles, à la limite du périmètre de sécurité, les habitants de Leganés ne cessent de ressasser ce qu'ils ont vécu. Parfois, des insultes fusent. Peu à peu, chacun prend conscience qu'il a pu côtoyer pendant quelques jours au moins les terroristes et en particulier l'instigateur des attentats du 11 mars. J'ai la haine parce que tant de gens ont été touchés. Oui, j'éprouve de la haine et de l'impuissance. On ne peut rien faire. Voici l'appartement des 4 membres de la cellule terroriste. C'est donc d'ici qu'ils ont ouvert le feu avant de faire parler les explosifs. Un miracle qu'aucun habitant n'ait été touché, il ne reste que la structure du bâtiment. L'appartement a été fouillé dans ses moindres détails. Mais durant quelques heures, on interrompt les recherches. La rumeur court, on craint la présence d'une 2e bombe. Évacuation des enquêteurs et précision à demi rassurante des autorités. Il y avait bien des explosifs, mais au moment où nous avons interrompu les recherches, nous avons trouvé un sac contenant des câbles et des détonateurs. Mais pas une bombe en état de fonctionnement. Un signe que la communauté de Madrid ait pris la parole, car le sentiment d'effroi gagne la population
comme si ce cycle infernal de la terreur n'allait jamais cesser. Oui, j'ai peur, oui. Vous savez, ces gens-là, ils peuvent frapper à n'importe quel moment. Et combien vont encore payer? Pendant ce temps, loin des lieux de l'explosion, les familles qui habitaient le fameux immeuble ont été relogées dans un hôtel de la ville. Encore choqués, les psychologues nous demandent de ne pas les interroger. Les regards et les signes parlent d'eux-mêmes. Et les funérailles d'un des membres des forces spéciales tués dans l'opération d'hier ont eu lieu en fin de journée. Ils participaient aux côtés de la famille José María Aznar et José Luis Zapatero, le nouveau chef du gouvernement. C'est grâce à leur portable que ces hommes ont été repérés et empêchés de commettre d'autres attentats. Une accélération dans l'enquête avec, nous vous le disions, la mort de celui qui est considéré comme le cerveau des attentats de Madrid. Une enquête qui porte ses fruits alors que ce vendredi, un engin explosif du même type que celui du 11 mars a été neutralisé. Yvan Martinet, Hervé Pozzo. Depuis jeudi, ces 6 hommes figurent parmi les plus recherchés au monde. Interpol a émis leur signalement auprès de 181 pays. Parmi eux, 2 au moins sont morts hier à Leganés. À gauche, le Marocain Abdenabi Kouja, alias Abdallah. L'autre, Serhan Faret, dit le Tunisien. Il serait la tête pensante des attentats du 11 mars à Madrid. Ce jour-là, un groupe terroriste dépose 10 bombes dans 4 trains. Bilan, 192 victimes. Les attentats étaient parfaitement coordonnés, mais les auteurs ont laissé derrière eux beaucoup d'indices. D'abord cette camionnette retrouvée le jour même devant la gare d'Alcalá de Henares. À bord, des détonateurs et des empreintes digitales. Autre indice majeur, cette bombe retrouvée intacte dans l'un des trains. En guise de détonateur, un simple téléphone portable. Il va parler et mettre les enquêteurs sur la bonne piste, cette boutique de téléphonie. C'est là que les cartes à puce de téléphone ont été achetées. Le gérant est très vite arrêté, il s'appelle Jamel Zougan. Les rescapés du 11 mars se souviennent l'avoir vu au moment de l'attentat. Les empreintes dans la fourgonnette, ce sont les siennes. Jusque-là, c'est la prise la plus importante des policiers. Peu après, ils découvrent l'atelier de fabrication des bombes. Mais combien ont été fabriquées? La réponse arrive vendredi. Un engin explosif est retrouvé sous les rails de la ligne Madrid-Séville. Le réseau n'a donc pas quitté l'Espagne. Le fait que ces hommes soient restés pas loin de Madrid, eh bien, ça prouve que leur mission n'est pas accomplie et qu'ils ont d'autres choses à faire. D'autant plus qu'un récent communiqué des Moujahidines d'Al-Qaïda signalait qu'il suffisait de 2 ou 3 attentats pour que l'Espagne retire ses armées d'Afghanistan et d'Irak. Une fois encore, le commando terroriste a été trahi par ses téléphones portables. Il continuait d'utiliser des cartes prépayées issues du même lot que celles du 11 mars. Par satellite, les policiers ont ainsi pu localiser le lieu où il se cachait. En direct de Madrid, nous vous retrouvons Jacques Cardoz. Bonsoir. Beaucoup d'interrogations encore à l'heure qu'il est. D'abord, concernant l'identité des islamistes, les investigations sont toujours en cours. Oui, et les identifications sont rendues très compliquées, vous vous en doutez, compte tenu de l'état des corps. Alors il y a une chose dont on est sûr ce soir, c'est en tout cas ce que croient savoir les autorités espagnoles, eh bien c'est que il y avait bien ce Tunisien parmi ces 4 personnes qui composaient ce commando qui a été touché et démantelé hier soir, ce Tunisien qui est considéré comme le cerveau, comme le commanditaire des attentats du 11 mars, celui contre lequel le juge del Olmo avait lancé mercredi dernier un mandat d'arrêt international. Restent les identifications et l'identification concernant le 4e corps, celui à côté duquel eh bien, on a retrouvé cette ceinture d'explosifs. Et puis ce soir, la police continue de laisser entendre qu'il pourrait y avoir plusieurs fuyards ce soir, peut-être 1 ou 2 fuyards donc, qui auraient pris la fuite peu de temps avant l'explosion et qui auraient participé à une partie de cet assaut. Jacques, des rumeurs évoquent la préparation d'autres attentats dans cette zone précisément de la banlieue de Madrid. Qu'en est-il ? Oui, alors écoutez, de ce point de vue-là, il y a des informations officielles, d'autres qui ne le sont pas. Ce que l'on sait, ce qui a été dit officiellement dans la journée de vendredi notamment, c'est que des attentats étaient en préparation, soit sur le sol espagnol, soit contre des intérêts espagnols dans le monde. Ce sont des informations qui ont été données par les ministères du gouvernement actuellement en place. Et puis il y a ce que croit savoir la presse, révélation d'El Mundo ce matin, le journal qui croit savoir qu'un attentat était en préparation contre le centre commercial de cette commune, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas fait pour rassurer les habitants de cette commune. Merci Jacques Cardoz.
En Irak, dans un climat de tension très vive, une manifestation de militants chiites protestant contre l'arrestation d'un de leurs leaders. Cette manifestation a dégénéré dans la ville sainte de Nadjaf. La foule compacte qui se dirigeait vers la base de la coalition a été arrêtée par les tirs de soldats espagnols et salvadoriens. Selon un dernier bilan, plus de 20 morts et des dizaines de blessés. Sur place, Bertrand Coq et Gilles Jacquier. Ils sont plusieurs milliers brandissant des portraits de leur chef, le chiite radical Muqtada Sadr. Ils convergent vers la base al-Andalouse tenue par les Espagnols près de Nadjaf lorsqu'éclate la première fusillade. Selon des témoins, les chiites qui protestent contre l'arrestation d'un de leurs dirigeants ont d'abord lancé des pierres sur les Espagnols. Puis des membres de l'armée de Mehdi, la milice de Muqtada Sadr, ont sorti les fusils. Et les Espagnols, appuyés par des Salvadoriens et des policiers irakiens, ont ouvert le feu sur les manifestants. Après 2 heures de tirs nourris, les chiites comptent 20 morts et des dizaines de blessés, et les Salvadoriens ont eu 4 tués. À Bagdad aussi, les partisans de Muqtada Sadr sont dans la rue. Ils enterrent 2 des leurs, tués hier dans une bousculade, crient « Abat l'Amérique, abat Israël » et réclament l'abrogation de la Constitution adoptée par le gouvernement transitoire. En plein centre-ville, ils sont eux aussi dispersés par la police à coups de fusil. En représailles, plusieurs commissariats du quartier de Sadr City sont pris d'assaut, obligeant les Américains à intervenir. Majoritaires dans le pays, mais jusque-là plutôt pacifiques, les chiites sont en train de montrer les dents. Lakhdar Brahimi, l'envoyé spécial des Nations Unies, arrive demain à Bagdad pour préparer avec le gouvernement transitoire le transfert du pouvoir aux Irakiens. Les principaux dirigeants chiites ont déjà fait savoir qu'ils refuseraient de le rencontrer. À l'issue d'1 an de présence américaine, l'avenir de l'Irak est toujours aussi incertain. L'actualité en France avec la mise en examen d'un faux chirurgien esthétique qui l'opérait clandestinement dans une clinique désaffectée de Marseille au mépris des règles d'hygiène. Son savoir-faire était, semble-t-il, très relatif puisque des patientes ont porté plainte. Une véritable histoire d'escroquerie à la confiance d'abord. Un charlatan qui opérait à la chaîne illégalement. Yannick Aroussi, Michel Comin. On a déjà vu plus professionnel en matière de signalétique. Et pour ceux qui franchissent le portail, le reste du bâtiment est à peine plus engageant. C'est dans cette clinique fermée depuis 1992 qu'un médecin généraliste pratiquait la chirurgie esthétique. 300 opérations par an, liposuction, implant mammaire, greffe de cheveux. Certaines patientes ressortent ravies, mais pour d'autres l'opération se passe mal. 5 ont porté plainte et nombreuses sont celles qui gardent un souvenir cuisant de leur passage au bloc. Je me suis dit c'est quand même pas le bloc, on va m'emmener au bloc. Et je me suis rendu compte qu'après quand il est arrivé que c'était vraiment le bloc et j'ai eu peur parce que c'était bon, très vétuste, ça s'est frité au plafond, c'était vraiment sale. Et bon, j'y étais, ça y est, c'était commencé, je pouvais plus reculer. C'était horrible, j'ai l'impression comme un lever de la peau, j'ai l'impression de n'être pas anesthésiée, j'ai l'impression que c'est une opération à vif. Au cours de leur perquisition, les policiers auraient retrouvé des anesthésiques périmés. Le médecin mis en examen entre autres pour exercice illégal de la médecine a été remis en liberté. Il se défend par téléphone d'être un charlatan. J'exerce la chirurgie esthétique depuis 26 ans et j'ai tous les compétences pour le faire parce que je suis omnipraticien et non pas médecin généraliste comme il est marqué dans le journal. Toute la profession était au courant de ces pratiques mais impuissante, confrontée à un vide juridique. Le droit français n'interdit pas, ne peut pas interdire à un docteur en médecine d'exercer n'importe quelle spécialité. Ce que la justice pourrait en tout cas reprocher aux médecins indélicats, c'est de faire rembourser ces opérations par la sécurité sociale. Il devrait également faire la preuve qu'il avait acquis les connaissances nécessaires à la pratique de la chirurgie esthétique. Dans un bidonville à Lyon, 2 adolescentes faisant partie d'un camp de Roms sont mortes dans l'incendie de leur caravane. Les 2 jeunes filles roumaines de 15 et 17 ans auraient été surprises dans leur sommeil. C'est probablement une bougie qui est à l'origine de l'incendie. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, a demandé la tenue d'une réunion demain pour évaluer le problème des demandeurs d'asile. La semaine qui s'annonce se mettra sur la sellette la direction d'Eurotunnel, chronique annoncée d'une rude bataille avec d'un côté les petits actionnaires lésés, l'ancien PDG de Nouvelles Frontières, Jacques Maillot, de l'autre la direction britannique du groupe que devrait rejoindre en octobre Philippe Bourguignon, une direction à qui les petits porteurs reprochent les mauvais résultats de l'année passée, une gestion inquiétante. Peggy Leroy, Martin Gouès. On est protégé, il y a au moins 50 gorilles à l'intérieur. Nicolas Miguet en est fier de ces cartons. À ses pieds, 30% du capital d'Eurotunnel. Donc ça c'est classé par jour, vous voyez, c'est une seule journée d'arrivée. Des milliers de petits porteurs ont envoyé à cet homme d'affaires leur pouvoir de vote pour la prochaine Assemblée Générale d'Eurotunnel, le 7 avril. Objectif, s'unir et atteindre la majorité pour renverser la direction actuelle.
car les petits actionnaires en ont plus qu'assez. Ils ont financé à hauteur de 65% le tunnel sous la Manche et ils ont l'impression d'être les seuls à avoir tout perdu. Aujourd'hui, l'action vaut 10 fois moins que lors de son entrée en bourse. Du coup, les petits porteurs veulent prendre le pouvoir. Ils ont déjà présenté à la presse leur stratégie et leur cabinet fantôme, avec à sa tête le fondateur de Nouvelles Frontières, Jacques Maillot. Tous les jours, des directeurs, des responsables de service, des syndicalistes nous contactent et souhaitent, ont envie d'un changement et veulent travailler avec nous. Donc, première chose, sanctionner, et puis dès le 8 au matin, se mettre au travail. À Jacques Maillot, la direction d'Eurotunnel répond par Philippe Bourguignon, autre figure charismatique du patronat français, ex-dirigeant du Club Med et d'Euro Disney. La direction actuelle d'Eurotunnel a un plan qui s'appelle Galaxy, avec, encore une fois, je le redis, avec ses qualités et ses défauts, qui est probablement améliorable par rapport à une série de contestations et de Yaka Faucon qui ne sont pas des plans. Il va y avoir la bagarre. Les assemblées générales d'Eurotunnel ont toujours été houleuses. Celle de mercredi prochain sera décisive. Si la direction est renversée par les petits actionnaires, cela serait du jamais vu dans le capitalisme français. Avec un petit délai supplémentaire, les contribuables que nous sommes doivent avoir envoyé leur déclaration de revenus demain à minuit. C'est la date butoir décidée par le ministère de l'économie qu'il avait déjà repoussée du 30 mars au 5 avril. Si vous déclarez vos revenus par Internet, vous bénéficierez d'un délai supplémentaire. L'actualité politique, c'est demain que Jean-Pierre Raffarin prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée avec, pour articulation essentielle, la justice sociale, priorité de Jacques Chirac, un cadre défini pour aborder les grands dossiers de cette rentrée parlementaire. Alix Bouillaguet. Pour Jean-Pierre Raffarin, l'exercice est connu. Ce sera la 3e fois en 2 ans qu'il prononce devant les députés son discours de politique générale. En 2002, le cap était clairement fixé. La politique ne peut plus promettre des lendemains qui chantent et repousser toujours la résolution des problèmes quotidiens. Demain après-midi, le ton pourrait être différent et surtout la méthode. En ayant plus que jamais présent à l'esprit une exigence fondamentale qui est la justice sociale et qui doit être en quelque sorte le point de passage obligé de toutes les réflexions concernant l'action. Jeudi soir, Jacques Chirac a presque déjà tout dit sur les dossiers sensibles du gouvernement. Premier d'entre eux, la santé. Jean-Pierre Raffarin devrait consacrer une large part de sa déclaration à la réforme de l'assurance maladie. Plus question de recourir aux ordonnances. La réforme annoncée pour juillet ne pourrait voir le jour qu'à l'automne. L'emploi. Une loi de mobilisation sur l'emploi est en cours d'élaboration. Le gouvernement va revoir sa copie sur la réforme de l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit. La recherche, des postes de chercheurs seront créés et le budget réévalué. Quant aux intermittents du spectacle, le gouvernement travaille à un aménagement de leur nouveau statut. Demain, Jean-Pierre Raffarin engagera la responsabilité du gouvernement. Il devrait obtenir sans la moindre surprise la confiance des députés. Le groupe UMP détient à lui seul la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Nous venons de le dire, Jean-Pierre Raffarin engagera donc la responsabilité de son gouvernement. François Bayrou, invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, a indiqué quelle serait l'attitude de l'UDF. Nous l'écoutons. Je recommanderais à mes collègues de ne pas fermer la porte et de ne pas donner un signe négatif avant que le gouvernement n'agisse. Donc, sera oui. Donc, ça sera oui si le Premier ministre donne une vision de l'avenir qui reprend ces signes de changement et qui, en même temps, donne aux Français une idée du chemin qui va être emprunté. En Corse, Camille de Roccaserra est élu président de l'Assemblée de Corse. Le député UMP avait rejeté son élection vendredi dernier en raison du poids des nationalistes. Ce soir, il obtient une majorité. Il ravile le fauteuil au député maire de Bastia, Émile Zuccarelli. Arnaud Boutet. Camille de Roccaserra, 30 suffrages. Émile Zuccarelli, 17 suffrages. Monsieur Camille de Roccaserra est élu président de l'Assemblée de Corse. Jeudi soir, il n'en voulait pas. Aujourd'hui, il dit oui et la Corse reste à droite. 3 jours après avoir démissionné de son fauteuil de président, Camille de Roccaserra accepte finalement ce qu'il refusait hier, les voix des nationalistes. Alors son premier discours est un appel. Je demande solennellement à ceux qui, chez nous,
pratique ou cautionne cette violence d'y renoncer définitivement et de la condamner. Donnée gagnante mais divisée, la gauche ressort battue. Son candidat Émile Zuccarelli est depuis toujours la bête noire des nationalistes. À l'heure des choix, les amis de Jean-Guy Talamoni ont donc joué les arbitres pour faire gagner la droite. Un cadeau dont le nouveau président se serait bien passé. Les prochaines séances à l'Assemblée de Corse s'annoncent déjà très animées. C'est demain que la reine Elisabeth II arrivera à Paris pour une visite d'État de 3 jours. La reine quittera la capitale mercredi. Ce voyage est placé sous très haute sécurité. Les Parisiens ont encore en souvenir le voyage du président chinois avec des mesures drastiques de sécurité et de circulation. Il devrait retrouver un même scénario. Caroline Gauthier, Marie Laborie. Bleu, blanc, rouge, version française et britannique. Les Champs-Élysées s'apprêtent à accueillir avec faste la reine d'Angleterre demain après-midi. Tout le long du parcours, déjà, des barrières délimitent le périmètre de sécurité pour la cérémonie officielle. Place de la Concorde, Elisabeth II sera accueillie par Jacques Chirac. Après les honneurs militaires, le cortège remontera l'avenue, accompagné par la garde républicaine. Mais la reine voulait aussi un peu de pittoresque pendant son séjour. Mardi matin, elle se rendra donc rue Montorgueil, une rue piétonne aux étals animés, où le pâtissier s'est donné bien du mal. Je n'ai pas encore prévu ce que je vais lui offrir. Soit ça va être une cloche ou un œuf ou une poule. Donc c'est à voir un peu avec le protocole. Mais bon, ça va être sur le moment. Ce qui va me passer par la tête, je vais lui offrir. La fleuriste, elle, est chargée d'offrir à la reine un bouquet de pois de senteur. On nous a acheté des petits uniformes et tout, mais non, ça va être marrant. Vous lui parlerez en anglais? Non, elle parle français, c'est mieux. Un important dispositif de sécurité encadrera cette visite d'État. À l'arrivée de la reine, c'est le quartier de la Gare du Nord qui sera entièrement bouclé de 14h30 à 15h. Ensuite, entre 14h et 16h30, toute circulation sera interdite dans le secteur Concorde et Champs-Élysées. Beaucoup d'embouteillages en perspective, mais la préfecture de police a promis aux Parisiens de réduire les nuisances. Pas question de revivre l'enfer automobile provoqué par la visite du président chinois en janvier dernier. La reine Elisabeth II vient célébrer le centenaire de l'entente cordiale. Cette visite donne le coup d'envoi des festivités célébrant cet accord franco-britannique des deux côtés de la Manche. Depuis la dernière visite d'État de la reine en France en 92, la monarchie britannique a pas mal évolué. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Il y a d'abord ce qui ne change pas, la garde immuable devant Buckingham. L'ouverture chaque année de la session parlementaire, l'apparat de la monarchie et ses visites, ses inaugurations où toujours vêtue de clair et symbole de l'unité de son pays, Sa Majesté reçoit force fleurs et applaudissements. La reine est populaire, avec une remarquable stabilité depuis des dizaines d'années, quelles que soient les turpitudes de sa famille, les 3/4 des Britanniques lui accordent leur confiance. Elle est super pour le pays. C'est une personne fantastique. Je pense que nous serions perdus sans elle. Elle est très au courant des sentiments du public. Après la mort de Diana et tout ce qui s'est passé à ce moment-là, elle a dû se remettre en cause pour être plus près des gens. Il faut dire que 2 événements ont obligé la monarchie à évoluer. En 1992, l'incendie du château de Windsor coûtera près de 150 millions d'euros au Trésor britannique. Devant la grogne des contribuables, la reine accepte de payer pour la première fois des impôts, laisse partir son yacht, abandonne le train royal et ouvre ses palais au public. Résultat, en 10 ans, le coût de la monarchie diminuera de 59%. Et puis, la mort de la princesse Diana. 1997. La famille royale apparaît lointaine, presque absente, alors que les Britanniques sont en pleurs. Leçon retenue par son service de presse, qui depuis imperceptiblement a réussi à faire évoluer l'image de la reine. Nous essayons d'être plus créatifs dans les programmes de visite de la reine. On fait maintenant des journées à thème avec les minorités, les responsables du tourisme, les femmes d'affaires. Conversation en français dans un centre internet. Après cette année, qu'est-ce que les enfants vont faire? Rock'n'roll joué dans les jardins de Buckingham. Depuis plusieurs années, pour rester populaire, la monarchie britannique multiplie les signes extérieurs de changement.
Cette date du 6 avril marque à jamais l'histoire du Rwanda. C'était il y a 10 ans. L'avion du président rwandais Hutu est abattu au-dessus de Kigali. Ce sera le déclencheur d'un des génocides les plus rapides. En 100 jours, 1 million de morts, des hommes, des femmes, des enfants. Un massacre à grande échelle parmi les Tutsis et les Hutus modérés. Les images que vous allez voir sont difficiles. Elles reflètent à peine l'effroyable réalité. Stéphane Bretner, Patrick Voix. Oh là là, je tape dessus. La mise à mort à coups de machette. Les bourreaux appellent ça travailler. Travailler, c'est mutiler les corps, exterminer l'ennemi, le Tutsi. Pourquoi en est-on arrivé à une telle haine? Voici l'histoire du génocide le plus rapide que l'humanité ait connu. « 6 avril 1994, l'avion du président rwandais est abattu au-dessus de Kigali, la capitale. Il est Hutu, l'ethnie majoritaire dans le pays. Ses partisans accusent la minorité Tutsi d'être responsable de l'attentat. Le lendemain, les appels au massacre commencent. Pendant 100 jours, les forces armées rwandaises et les milices du président assassiné massacrent Tutsi et Hutus modérés. Hommes, femmes et enfants sont exterminés d'après des listes établies par les autorités. La communauté internationale regarde sans intervenir cette sauvagerie qui s'étend à tout le pays. Dans cette folie meurtrière, les bourreaux ne s'arrêtent même plus aux portes des églises ou des écoles. En 3 mois, presque 1 million de victimes et autant d'orphelins. Pendant les massacres, la guerre fait rage. Le FPR, l'armée des rebelles Tutsis, prend peu à peu le contrôle du pays. La France décide alors d'envoyer des soldats pour protéger les civils. C'est l'opération Turquoise. Le 26 juin 1994, 2500 hommes débarquent à Kigali. Mais très vite, l'opération militaire se transforme en mission humanitaire. Les soldats créent une zone de sûreté dans le sud-ouest où sont regroupés ceux qui fuient les combats et les massacres. Le FPR, lui, continue son avancée, puis prend la capitale. Les Hutus commencent à fuir leur pays, en masse. 800 000 personnes sur les routes, peut-être 1 million. Parmi eux, des bourreaux qui cherchent à trouver refuge aux Zaïre voisins. Dans les camps, une catastrophe humanitaire frappe maintenant les Hutus. En 3 semaines, le choléra tue 50 000 réfugiés. En novembre 1994, l'ONU crée le tribunal international pour le Rwanda en Tanzanie. On y juge les génocidaires. À ce jour, 18 seulement ont été condamnés. Au Rwanda, aujourd'hui, la réconciliation entre Hutus et Tutsis n'est qu'une illusion. Les lieux des massacres ont été transformés en mémorial, remplis des victimes tuées 10 ans plus tôt. C'est jeudi prochain que se déroulera en Algérie l'élection présidentielle. Abdelaziz Bouteflika espère un second mandat. Il affronte son ancien homme de confiance, Ali Benflis, qui fait figure de sérieux rival. Dernier jour de campagne de l'ancien chef de gouvernement pour un scrutin qui devrait se dérouler dans la transparence, espère-t-on. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Beni, Abdel Zouyesh. Les Aurès accueillent comme il se doit Ali Benflis, l'enfant du pays. Benflis, le concurrent le plus redoutable pour le président sortant, Abdelaziz Bouteflika. Jusqu'à mai dernier, il était son allié le plus fidèle. Le président en avait même fait son premier ministre, mais depuis, Benflis a lâché Bouteflika et ne lui fait pas de cadeau. Jusqu'à quand on va traîner un système politique pareil, dévoyé? La politique est dévoyée. La politique, pour moi, c'est la droiture, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, c'est la propreté. C'est cela la politique. Soutenu par le FLN, le parti au pouvoir, Benflis est escorté par la gendarmerie. Parmi ses partisans les plus fervents, Anissa Boumedienne, la veuve de l'ancien président algérien. Le peuple en a marre, en a assez, des promesses fallacieuses où il ne voit jamais rien arriver. 4 bises par membre du comité d'accueil. Le président Bouteflika n'est pas avare d'affection. On est avec vous, que Dieu vous protège, lui lance ce notable kabyle.
À l'actif d'Abdelaziz Bouteflika, la sécurité retrouvée après 10 ans de guerre civile. Un pays en paix grâce à la fameuse concorde civile. La réconciliation avec les islamistes que certains militaires ne lui pardonnent pas. Si vous voulez me liquider, liquidez-moi. 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 Mais je vous recommanderai jusqu'à mon dernier souffle. Je vous recommanderai jusqu'à mon dernier souffle de veiller sur l'Algérie. C'est un scrutin historique pour la démocratie algérienne qui va se dérouler ici jeudi prochain. Car pour la première fois, 2 candidats à la présidentielle ont des chances à peu près égales de l'emporter. Alors que le meilleur gagne, mais à condition bien sûr, et c'est là toute la question, que le scrutin se déroule de façon régulière. Après le coup de filet dans le sud-ouest de la France contre l'ETA ce week-end, c'est un gros atelier clandestin de fabrication d'armes qui a été découvert dans les Pyrénées-Atlantiques. Avant la Semaine Sainte, le traditionnel dimanche des Rameaux, place Saint-Pierre à Rome, le pape est apparu en meilleure forme que ces derniers mois devant des dizaines de milliers de fidèles. Il s'apprête à passer une semaine chargée avec les manifestations qui accompagnent les fêtes de Pâques. Dans 3 mois, les épreuves du bac débuteront alors que la plupart des élèves choisissent le latin ou une langue étrangère en option. Certains plus chanceux peuvent chausser les skis et récolter des points après des épreuves de randonnée en montagne. Reportage à Moutier, Julien Beaumont, Samuel Humez. Des chamois, la montagne et des élèves. Malgré les apparences, nous ne sommes pas en classe de neige, mais en pleine épreuve du bac. Ces 20 adolescents de terminale passent une option unique en France du baccalauréat, la randonnée alpine. Les lacs qui sont là-bas dessous. Les lacs dessous là-bas. La barre rocheuse là qu'on voit là. Elle est là. Là il y a les chamois. 4 jours dans le parc de la Vanoise. Chaque matin au programme, 1200 mètres à grimper et ski au pied. 4 heures d'effort pour atteindre le col de la Masse, 2926 mètres d'altitude. Là, vraiment, on est au sommet de la montagne. On pense pas du tout au bac, franchement. C'est vrai qu'on est déconnecté là. On s'aperçoit que là, c'est bien d'être avec un groupe parce que tout seul, on sait pas si on monte jusqu'en haut. Avec eux des guides et surtout des professeurs. Une note de performance, c'est-à-dire qu'on va évaluer les dénivelés qui vont être réalisés, mais au lycée de Moutier, on tient compte surtout du respect des consignes, de l'évolution et de l'autonomie des élèves. Pour gagner des points, il faut savoir se servir des appareils de recherche de victimes d'avalanche. Mais si cette épreuve permet d'obtenir de bonnes notes, elle est surtout l'occasion de rapprocher profs et élèves. Il y a une approche qui est très différente, à la fois entre eux et à la fois avec les enseignants. Ce qui fait que les rapports sont différents et que pour un certain nombre d'élèves, cela a permis effectivement de les réconcilier avec le système scolaire. Arrive enfin le meilleur moment, la descente. Pas toujours facile, même pour le prof de sport. Heureusement, le refuge de la Dent Arrachée est proche. Un service 4 étoiles que se sont payés les élèves en vendant des billets de tombola ou des brioches pendant l'année scolaire. Tarte aux pommes du patron et une note minimum de 16 pour cette option. Le bac commence bien. Prochaine épreuve en juin. L'actualité sportive avec de la Formule 1 et la victoire de Michael Schumacher, les 24 heures du Mans moto et le marathon de Paris, plus de 34 500 concurrents. L'essentiel, c'est de participer. Nathalie de Rinxin, Mélissa Montero. Bolide rouge, asphalte gris et sable jaune, même en plein désert, Michael Schumacher reste le meilleur. Cet après-midi à Bahreïn, il a réalisé un nouveau cavalier seul. Sur la ligne, Schumacher devance Barrichello, son coéquipier chez Ferrari. C'est la 3e victoire de l'Allemand en 3 grands prix. Après 24 heures d'une course palpitante, Suzuki est finalement sorti vainqueur de son duel avec Yamaha. La moto des pilotes Chambon, Kitagawa et Newland s'impose au Mans à la vitesse moyenne de 150 km/h. C'est la 3e victoire consécutive du constructeur japonais dans cette compétition. Une marée humaine déferle sur les Champs-Élysées. Ce matin, 34 500 marathoniens se sont offerts une drôle de balade dans les rues de Paris. L'Éthiopien Ambessa Tolosa, lui, n'a pas pris le temps d'admirer le paysage. Il s'impose avec le sourire en 2 h 8 minutes et 53 secondes. À quelques jours du long week-end pascal qui coïncide avec les vacances scolaires, dernier préparatif sur la Côte d'Azur et l'arrivée des touristes comme à Juan-les-Pins où commence la saison. Olivier Théron, Frédéric Serrulli. Tout a l'air si paisible, en apparence. Mais en apparence seulement, car vu de l'intérieur,
La station balnéaire est en pleine effervescence. Il y a urgence. La saison commence et Juan Lépin doit montrer son meilleur sourire, présenter son bon profil pour continuer à faire rêver les touristes du monde entier. Pour nous les plagistes, c'est toujours pour le week-end des rameaux, et puis après c'est le soleil qui dicte tout, monsieur, sur la Côte d'Azur, partout ailleurs je crois. Pour les habits de soleil, là encore tout n'est pas prêt. Comment va-t-on bronzer? La nouvelle collection se tend sur les murs des vitrines avant de s'exposer sur les plages. C'est très fleuri, c'est les années 60 avec les anneaux notamment, énormément, donc bon, a priori, ça a l'air déjà de plaire, quoi. Avec des vacances de Pâques qui s'étalent presque sur un mois, Juan Lépin affiche déjà 50% de réservations. Entre le Grand Prix de Monaco et le Festival de Cannes, la plupart des week-ends jusqu'au mois de juin se joueront à guichet fermé. La multiplication des destinations desservies par des compagnies aériennes permettent ces courts séjours sur un week-end. Il suffit de regarder la météo de la région et de prendre l'avion. Ce sont des achats coup de cœur. Alors que d'autres sont allés skier, ici on préfère essayer de nager. La Méditerranée affiche la température de la Manche en plein été. Du 7 degrés. Oui. C'est agréable. Très agréable, ça fait du bien pour la circulation. Le soleil, en maître du bal, a lancé ses premiers rythmes d'été. La course au bronzage parfait vient de débuter. Musique, Vincent Delerme a connu un succès foudroyant avec son premier album vendu à 400 000 exemplaires. Depuis, Vincent Delerme a fait ses classes sur scène, en tournée. Il sort aujourd'hui un nouvel album. Marie-Hélène Bonneau, Bernard Russo. Les filles de 1973 ont 30 ans. Paroles et musique, pas de changement radical, juste quelques glissements musicaux, même tonalité générale. Les filles de 10 chansons écrites et composées par Vincent Delerme, seul au piano. Côté paroles, toujours ces petits riens de la vie. Ça tourne beaucoup autour de l'idée de détail et de l'idée que justement les détails ont parfois une importance humaine et même éventuellement politique aussi grande que des grandes idées qu'on proclamerait très très fort en hurlant dans des micros. Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, nous jetons. Vous écrivez toujours pour les jeunes filles? C'est en grande partie pour les jeunes filles, mais c'est vrai que ça m'a toujours fait peur et d'être un chanteur générationnel, d'écrire que pour les gens de mon âge, et d'une manière générale d'écrire que pour des tranches précises de personnes. Donc c'est quelque chose qui me rassure beaucoup en tournée, de voir la diversité des publics, de voir que d'un endroit à l'autre, il y a des majorités de tendances de public qui sont différentes. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. 1 an et demi de tournée, un public conquis. Il y chantait Fanny Ardant qu'il laisse cette fois pour Modiano. L'ombre chinoise de Modiano. Hommage aux poètes et aux auteurs. L'amour des mots toujours. C'est vrai que son papa est écrivain. J'ai toujours été évidemment pas mal entouré par les bouquins, que ce soit dans la maison de mes parents ou en général. Je suis d'ailleurs, j'aime bien l'idée de la proximité des livres, des endroits où on est entouré par des livres. Celle qui mettait des bandanas et des t-shirts. Un visage romantique de poète et troubadour. À 28 ans, Vincent Delerme poursuit sereinement son chemin. Une route bordée d'images, de mots et de rêves. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. 20h55, Meurtre parfait, votre film avec Michael Douglas et Gwyneth Paltrow. Minuit 45, dernier journal Laurence Piquet. 7h40, les 4 vérités. Françoise Laborde recevra l'ambassadeur du Royaume-Uni en France. 13h, Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Demain soir, complément d'enquête. Benoît Duquesne consacre son émission aux profs. Excellente soirée sur France 2. On se quitte sur ces images de golf. L'originalité, la compétition ne se déroule pas sur un green, mais sur la glace. Les balles, bien entendu, ne sont pas blanches, mais orange fluo. Votre soirée sur France 2. Crime, suspense et perfection avec Michael Douglas, Gwyneth Paltrow et Viggo Mortensen. Jean-Marc Morandini, Bertrand Delanoë, entrez dans les coulisses de tous les pouvoirs. France 2. Meurtre parfait, les coulisses du pouvoir avec Daniela Lombroso.